Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Contrepoints de la santé avec Brigitte Autran, présidente du COVARS. Alors le COVARS, est-ce que tu sais ce que c'est que le COVARS, Pascal? Bien sûr, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui remplace donc le comité scientifique qui était présidé par Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy qui était un habitué des Contrepoints de la santé. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Le COVARS a été créé mi-août dernier, en plein été. Lundi dernier, lundi 19 décembre, vous avez publié un nouvel avis et on a retenu que vous ne souhaitiez pas rendre le port du masque dans les transports et autres lieux clos obligatoire. Certains s'en sont étonnés. Les échos titrent que vous bottez en touche. Nous y reviendrons sur cette histoire du masque. Les questions sont en effet nombreuses. Pourquoi un nouveau comité? Comment allez-vous travailler? Quels sont aujourd'hui les risques? Comment les anticiper? Vous êtes médecin, professeur de médecine. Vous avez dirigé le département d'immunologie du CHU de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes de la génération SIDA, auquel vous avez consacré la plus grande partie de vos travaux. Ce débat est enregistré mercredi 21 décembre dans la matinée à la terrasse du 7e arrondissement à Paris. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Pascal, première question sur le Covid, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Madame Autran, professeur Autran, nous sommes heureux de vous retrouver. Mais d'abord, nous voulons faire avec vous, évidemment, un point sur l'actualité, à la fois française et internationale. Nous avons beaucoup lu, entendu, regardé ce qui se fait en Chine aujourd'hui, rien pour nous rassurer. Lundi, vous avez effectivement émis un avis. Philippe Leduc parlait du masque, mais je cite, vous demandez aux autorités et aux Français d'amplifier je vous cite, le plus rapidement possible les efforts pour éviter aux hôpitaux d'être débordés par les épidémies hivernales. La Première ministre, hier, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, a évoqué également les tensions dans les services d'urgence et au SAMU. Pour autant, elle n'a pas annoncé d'obligation, mais plutôt des incitations. Donc, et nous avons vu, évidemment, retour sur la Chine, que la Chine a abandonné à la fois la pression avec l'abandon du zéro Covid, mais selon les témoignages, et notamment de notre excellent confrère Le Monde, tout ça nous fait peur, parce que la situation chinoise n'est évidemment pas rassurante. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir avant les fêtes de fin d'année. Quelle est la situation sur le front des épidémies d'une manière générale et du Covid en particulier? La situation en France est en train de s'améliorer. C'est sur le plan de la triple épidémie hivernale. Pour 2 de ces épidémies, la bronchiolite, depuis 1 semaine ou 10 jours, est en train de décroître. Et c'est très très bien pour les enfants. Il faut juste faire attention au fait que généralement la queue de l'épidémie de bronchiolite affecte plus les sujets âgés. Donc on risque d'avoir quand même un petit pic d'atteinte des sujets âgés. Âgés, pas des enfants âgés. Non. La bronchiolite, en fait, c'est une infection qui touche tout le monde. On est tous infectés par la bronchiolite, le virus de la bronchiolite. Mais ce sont les petits-enfants de moins d'1 an qui font des formes graves et les sujets très âgés. Et généralement, l'épidémie commence par les enfants et se termine par les sujets les plus âgés. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc cette année, on est dans la même situation. Toute l'Europe est dans la même situation qui concerne la bronchiolite. La Covid, la nouvelle est plutôt bonne, c'est-à-dire que nous sommes maintenant, depuis 1 semaine, sur un plateau de l'incidence. Nous avons même passé le pic de l'incidence. Et hier, Simon Kochmès, le modélisateur de l'Institut Pasteur, nous annonçait la très bonne nouvelle que nous sommes en train de franchir le pic des hospitalisations et bientôt le pic d'entrée en réanimation. Et pourquoi, madame, alors, excusez-moi, il y a une chose que nous ne comprenons pas, les Français, les citoyens, les non-spécialistes ne comprennent pas pourquoi en Chine, la situation est aussi catastrophique. La situation est effectivement catastrophique et totalement différente de la France et des pays qui nous entourent. Nous avons eu la chance, qu'on ne peut pas négliger et qu'il faut répéter, d'avoir accès à des vaccins excellents et nous avons tous mis en place des stratégies de vaccination qui privilégiaient les personnes les plus fragiles.
Ceci a été fait dans tous les pays occidentaux et les pays développés. La Chine a eu une stratégie différente. D'abord, elle a appliqué la stratégie zéro Covid qui fait que le virus ne circulait effectivement pas. Et surtout, elle a vacciné d'une façon différente. C'est-à-dire qu'elle a utilisé des vaccins qui étaient un peu moins puissants que les nôtres, d'une part. Et d'autre part, elle a choisi de vacciner les personnes plus jeunes en limitant la vaccination, en limitant l'utilisation de la vaccination et en vaccinant moins les sujets âgés qui font des formes graves. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous soulevez le couvercle de la boîte de Pandore. Le virus, en fait, était là. Le virus circule dans une population qui n'est pas assez immunisée. Et c'est une situation qui n'a rien à voir avec notre situation. Nous avons la chance d'avoir atteint, peut-être pas ce qu'on appelle l'immunité collective au plafond, mais nous avons une très solide immunité globale. Ça, c'est tous les pays européens, tous les pays qui voisins. nous entourent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, heureusement, nous avons des vagues laites de Covid. Nous avons malheureusement plus de 100 C'est notre décès par 9e jour. vague. Ouais, alors nous parlons de recirculation, mais on n'est plus vraiment dans des vagues aussi importantes qu'autrefois. Et il faut toujours déplorer la gravité de la Covid chez les personnes fragiles, bien sûr. Vous réfutez le terme de dette immunologique du Covid. Alors, en Chine, on voit bien qu'il y a une effervescence. Nous, on a une défense immunologique. Est-ce que le fait de ne pas avoir été infecté pendant les 2 ans du Covid, est-ce que ça nous rend quelque part plus fragiles? Vous réfutez cette théorie? Non, je ne réfute pas. Je réfute le terme de dette. Il n'y a pas de dette. On ne doit rien. Le système immunitaire, ce n'est pas une banque. Il y a pas de, voilà, on ne doit rien. Par contre, en n'ayant pas été immunisé correctement, on est plus fragile parce qu'on n'a pas les anticorps. Donc, ce n'est pas qu'on paye plus cher parce qu'on a une dette, c'est simplement qu'on n'a pas été protégé et donc on est atteint de plein fouet par la maladie. D'accord. Alors, sur le bilan, il y a la grippe aussi. Alors, on annonce que la grippe... Une seconde. La grippe va être importante. Donc, pour finir, bronchiolite, Covid, grippe, Oui. bientôt la gastroentérite. Alors, sur la grippe, on l'annonce beaucoup plus sévère. Oui, c'est vrai, alors là, la grippe, effectivement, c'est préoccupant parce qu'on sait, en Australie, l'épidémie de grippe hivernale a été très forte et très précoce. Aux États-Unis, elle a commencé beaucoup plus tôt qu'ici, donc on est dans l'hémisphère nord, donc c'est notre vague. Tous les pays européens sont atteints par la grippe actuellement. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette grippe, c'est qu'elle est constituée de plusieurs virus qui circulent, et un des virus, qui s'appelle H3N2, qui est normalement un virus pourvoyeur de gravité et qui emmène beaucoup les patients en réanimation, les patients fragiles, eh bien, ce virus est exactement le même que celui qui est contenu dans le vaccin. Donc il y a vraiment toutes les raisons de se vacciner contre la grippe maintenant si on ne l'a pas encore fait, parce que cette année, le vaccin contre la grippe va être efficace. Alors, on en reste encore à quelques idées générales, mais pourquoi le virus de la grippe serait aujourd'hui particulièrement virulent, particulièrement, j'emploie ce terme un peu populaire, mais c'est ce que les gens disent, méchant? Et notamment, alors ma question derrière, c'est est-ce lié effectivement au fait que nous sommes peut-être trop protégés avec le Covid ou la Covid? Il ne faut pas regretter d'avoir été trop protégé. La protection qui a été mise en place a permis de limiter les morts. Donc, de toute façon, il ne faut pas regretter ça. Mais, bien sûr, le système immunitaire a besoin d'être stimulé en permanence. Et donc, l'année dernière et l'année précédente, nous avons été collectivement moins stimulés par le virus de la grippe, par le virus de la bronchiolite, par le virus de la gastroentérite. Et donc, nous avons moins d'anticorps et nous nous défendons moins bien, ce qui fait qu'elle est effectivement plus fréquente et plus forte. Mais pourquoi plus sévère? Non, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi elle serait plus sévère? On avait compris, il y a une sorte de contre-coup. Plus sévère chez les personnes qui ont des facteurs de gravité, lesquels les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. C'est exactement les personnes qui sont sensibles à une grippe sévère sont les mêmes que celles qui sont sensibles à la Covid sévère. D'accord. Alors, il y a une chose qu'on ne comprend pas quand même, c'est pourquoi, entre guillemets, vous n'avez pas pris vos responsabilités au COVARS et vous n'avez pas dit il faut le masque obligatoire dans les transports en commun. Alors, on dit il faut que le public s'habitue, etc. Olivier Véran le rappelait ce matin sur France Inter. Mais la bronchiolite, la grippe, le Covid... Dans le métro à Paris, personne, il y a une ou deux personnes, beaucoup reniflent, une ou deux personnes portent le masque. Alors pourquoi il est interdit de fumer dans le métro? Ça marche. Pourquoi ne pas être un peu plus dur? Bon, d'abord, nous ne sommes pas le COVARS n'est pas exécutif. Le COVARS est un organe
consultatif. Et nous conseillons au gouvernement. Donc nous avons donné au gouvernement des arguments pour et des arguments contre. C'est au gouvernement de décider. Nous ne sommes plus dans le plan d'urgence sanitaire. Donc ça n'est pas notre rôle de décider. Ensuite, il y a des raisons effectivement de recommander le masque obligatoire lorsque nous sommes dans une phase de croissance très forte de l'épidémie. Mais la grippe, c'est une période de croissance très forte quand même. Ça fait plus de 100 ans que dans les sociétés modernes, on vit avec la grippe. Il y a 10 000 morts par an. Oui, c'est la première année qu'on s'émeut de la grippe. Les journalistes n'ont jamais, chaque année, il y a entre 10 000 et 20 000 morts de grippe. Je n'ai jamais vu, ou presque jamais, de gros titres dans les journaux. Pascal Donc et moi, cette année, tout le monde s'en émeut, c'est bien. Et du coup, il faut porter le masque. Mais est-ce que c'est une raison d'obliger au port du masque ? Moi, je partage complètement le propos du ministre de la Santé qui dit on n'a jamais rendu le préservatif obligatoire. Les jeunes ont porté le préservatif. Difficile d'aller contrôler. Mais difficile d'aller contrôler. Et c'est peut-être un peu plus facile de porter un masque qu'un préservatif. Donc, je ne vois pas pourquoi on obligerait toute la population. Je pense qu'il y a un moment où il faut avoir rentré dans un processus d'éducation sanitaire de la population. Il faut qu'on apprenne ces gestes civiques. Je rappelle qu'en Chine, qu'on critique pour la politique zéro Covid, il est normal et habituel l'hiver de porter un masque quand on a des symptômes. Donc c'est vraiment un réflexe que les populations occidentales doivent acquérir. Je prends le métro, il y a de plus en plus de personnes tout de même qui mettent le masque, et vous remarquerez que ce sont beaucoup de personnes d'origine asiatique qui ont ce réflexe qui est vraiment ancré dans leur culture. Mais l'analogie avec la cigarette dans le métro, un jour on a dit c'est interdit, personne ne fume. Oui, Chez les plus jeunes, tout le monde fumait dans le métro. C'est vrai. Non mais je veux dire, ça marche. Bon, est-ce que vous pourriez éventuellement, sur ces questions-là particulièrement sensibles, on a bien vu les critiques qui avaient été faites au gouvernement précédent sur le port du masque, est-ce que vous pourriez éventuellement changer d'avis en fonction de l'actualité? Bien sûr, ça n'est pas une religion. L'idée n'est pas de dire jamais nous ne recommanderons l'obligation du port de masque. Si nous sommes dans une situation épidémique inquiétante, alors évidemment, nous recommanderons l'obligation. Alors, je voulais vous demander... Mais ici, nous ne la déciderons pas. Oui, celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, sont souvent également des professionnels de santé. Donnez-nous encore quelques chiffres quand même. Donc, et notamment, vous avez dit que sur la grippe, c'était H5N... H3N2. H3N2. Enfin, il y a aussi H1N1, il y a aussi pour les virus Donnez-nous peut-être quelques chiffres pour nous rappeler à la fois la situation, Omicron, et en tout cas quelques spécificités sur ces... Alors, l'épidémie Covid est caractérisée par la circulation actuelle d'un variant qui s'appelle BQ1.1, qui est un enfant du variant BA5, qui est lui-même un sous-variant de Omicron. Aujourd'hui, les virus qui circulent sont composés à 75% de BQ1.1 et à 25% de BA5. C'est important car ils ne sont pas sensibles de la même façon au traitement et au vaccin. Voilà. Le virus BA5 est plus sensible au vaccin et plus sensible à un cocktail, une combinaison d'anticorps monoclonaux que l'on administre de façon préventive aux patients immunodéprimés qui n'ont pas la possibilité de répondre correctement au vaccin. Par contre, le variant BQ1.1, lui, ne répond pas du tout à cet anticorps. Donc aujourd'hui, la recommandation, en fonction de cette épidémie, est de dire, pour l'instant, il faut encore administrer ce cocktail d'anticorps parce que si les patients sont confrontés à BA5, ils ont la possibilité de se défendre. Et le point qui est très important et sur lequel on insiste beaucoup, c'est que le rappel avec le vaccin bivalent, mais même avec le vaccin monovalent, permet de remonter le taux d'anticorps et de se protéger aussi contre BQ1.1. Donc il est vraiment capital de faire cette vaccination pour remonter le niveau d'anticorps et se protéger. Et avec quel vaccin que vous recommandez? Les vaccins bivalents ont été recommandés en priorité par la HAS avec raison. Bivalent, c'est avec ARN. Les vaccins bivalents avec ARN, à base d'ARN, qui sont donc composés de la souche ancestrale Wuhan et de la souche BA5. Mais les vaccins monovalents restent aussi très bons. Et puis, vous savez qu'il y a d'autres vaccins pour les personnes qui vraiment ne veulent pas recevoir de vaccins à base d'ARN
ou bien qui ont une contre-indication de type allergique à ces vaccins, ou qui ont fait une myocardite, eh bien, on peut leur administrer un vaccin à base de protéines. Et il y a 2 vaccins à base de protéines de formulation classique, le vaccin Novavax, si vous voulez me faire de la publicité, et le vaccin Sanofi. Oui, qui sont extrêmement récents. Voilà. Mais non, Novavax existe depuis plus d'1 an. Mais Sanofi, c'est très Mais l'HAS préconise en priorité les vaccins ARN. Alors, les vaccins ARN bivalents, ils sont efficaces sur les formes graves, ça tout le monde reconnaît. Et une question importante pour les soignants en particulier, est-ce que vous confirmez vraiment très précisément qu'ils sont aussi efficaces sur la contagion? Alors, ils sont sur efficaces. Le risque de transmettre le virus. Ils sont efficaces à 85% contre les formes graves. Et ils permettent de remonter le niveau de protection, particulièrement contre BQ1, un niveau qui est plus faible, mais qui est quand même intéressant, qui est de l'ordre de 40 à 50%. Donc, ça n'est pas une barrière absolue contre l'infection et la contamination. C'est pour ça qu'il faut le vaccin et le masque. Mais c'est tout de même plus intéressant que 0. Alors, le COVARS, pourquoi un nouveau comité? Il y avait le comité scientifique, on l'a dit, avec le professeur Jean-François Delfrécy. Qu'est-ce qui vous distingue du précédent? Des missions plus larges, un conseil différent. Donc, dites-nous un petit peu comment vous allez fonctionner, quelles sont vos missions, est-ce que vous avez les moyens de vos missions, où en êtes-vous alors? Ça, c'est une grande question, les moyens de nos missions. Nous avons certains moyens. Insuffisants, apparemment. Je ne me prononcerai pas ici. Les missions sont beaucoup plus larges que celles du Conseil scientifique, ce qui est normal, puisque nous ne sommes plus dans cette urgence pandémique de la Covid, bien que la Covid soit toujours présente. Donc, nos missions sont la veille scientifique et l'anticipation des risques sanitaires liés aux infections, et en particulier à ces infections que l'on conçoit, et c'est ça qui est intéressant et nouveau, dans un concept One Health, de santé unique, santé globale, ce qui veut dire qu'on fait le lien entre les infections animales et les infections humaines, considérant que la plupart des grandes épidémies humaines sont dues à des pathogènes qui viennent de l'animal. Donc il faut qu'il y ait une surveillance croisée et une interaction forte entre ces modalités de surveillance et de veille. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous intégrons également la dimension de l'environnement, du changement climatique et de l'impact de ces changements climatiques sur les risques infectieux et puis les risques de pollution également en lien avec l'environnement. Donc c'est une vision globale. Et par ailleurs, ce qui est également très intéressant, c'est que nous sommes rattachés sous la tutelle de 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, ce qui permet d'anticiper les crises avec une préparation sanitaire d'une part et avec une préparation à la recherche des recommandations de développement de recherche. On vous écoute bien, peut-être un peu plus long terme, un peu plus... Oui, bien sûr, parce que c'est plus général. Et puis, encore une fois, nous ne sommes plus dans cette urgence unique qui était la Covid. Comment vous fonctionnez? Vous réussissez une fois par mois, une fois par semaine? Alors, vous appuyez sur les administrations, sur l'HAS, sur le Santé publique France? Comment vous fonctionnez? Représentez peut-être un petit peu, nous le savons, mais un peu votre groupe, notamment les profils de vos collègues. Les profils essayent de répondre à cette diversité de missions. Et donc, nous avons 4 épidémiologistes modélisateurs, dont 2 sont spécialistes des maladies transmissibles et 2 autres sont spécialistes des écosystèmes, de l'écologie et de la pollution et de l'environnement. Nous avons 2 virologues qui sont responsables de centres nationaux de référence de la grippe, des infections respiratoires et des infections transmises par les moustiques. Nous avons 4 cliniciens, dont 2 infectiologues et un urgentiste et un généraliste. Nous avons un spécialiste des moustiques, un chercheur spécialiste des moustiques. Nous avons 2 vétérinaires, l'un qui est spécialiste de vaccins, mais de vaccins humains, et un vétérinaire qui est spécialiste de ce concept qu'on appelle One Health. Et puis nous avons des spécialistes de sciences humaines et sociales, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et enfin, nous avons 2 représentants d'associations de patients et une représentante des citoyens. Et alors, la question c'était comment vous arrivez à faire fonctionner tout ce petit monde? Eh bien, ça fonctionne extrêmement bien. Et là, je voudrais vraiment remercier tous ces collègues qui ont été choisis d'abord pour leur
qualité scientifique non controversée et pour leur sens de la collégialité. Et leur volonté de faire avancer les choses, leur intérêt. Je vous cherche un peu. Qu'est-ce que vous appelez non controversé, madame ? Vous avez très bien compris. Voilà, donc des personnalités scientifiques qui sont reconnues, scientifiques et médicales, qui sont absolument reconnues et qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Qu'est-ce que vous attendez des professionnels de santé, notamment évidemment des médecins généralistes? Est-ce qu'ils vous font remonter des informations ? Très, très important. Et alors, on a été un peu critiqué parce qu'il n'y avait pas de pédiatre, il n'y avait pas de gériatre. Et en fait, notre critère de décision a été que nous avions une mission un peu plus généraliste que celle du précédent conseil scientifique. Et il n'y avait pas de raison d'y intégrer un spécialiste plutôt qu'un autre. Et le décret prévoyait que nous ne soyons que 16 scientifiques et médecins. Et donc, nous avons préféré faire venir plutôt des personnes qui étaient vraiment le recours sanitaire, le recours médical de premier niveau, l'urgentiste et le généraliste, car ce sont les urgentistes et les généralistes qui font remonter les signaux de gravité. Donc c'est vraiment important. La semaine dernière, j'ai participé, comme le ministre d'ailleurs, au CNGE, au Conseil national des généralistes enseignants. Oui. Et vraiment, il faut un travail, tous les généralistes en France font un travail formidable. Il est vraiment nécessaire de les intégrer de façon beaucoup plus importante à cette gestion des crises. Et d'ailleurs, un des sujets sur lesquels nous comptons nous autosaisir, nous en avons parlé à nos 2 ministres de tutelle, c'est vraiment cette relation ville-hôpital et cette anticipation de la gestion des crises par une amélioration de la relation ville-hôpital. Alors, quel est le risque que vous craignez le plus ? Vous dites, c'est le risque infectieux qui dégénère en crise sanitaire. Oui. C'est 90% de nos préoccupations. Alors, c'est gigant. 80, enfin bon, c'est votre principale préoccupation. Donc c'est immense, à côté des risques climatiques, des risques de biodiversité, des risques infectieux, des risques industriels, etc. Donc quel est le risque qui vous paraît le plus important et comment vous pensez arriver à l'anticiper ? Les grands risques, ce sont toujours les infections respiratoires. Voilà. Est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres, à votre avis, que le Covid ? Vous savez qu'il y a énormément de sarbecovirus, donc de ces virus la famille de virus auquel appartient le SARS-CoV-2. Donc les chauves-souris d'Extrême-Orient en pullulent. Et donc personne ne peut imaginer qu'on est à l'abri d'un risque infectieux lié à ces coronavirus. Qui soit virulent. Voilà. Il y a évidemment le spectre toujours présent de la grippe à partir de grippe aviaire. Vous savez que la grippe aviaire, et c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel nous allons travailler, en accord d'ailleurs avec le gouvernement, la grippe aviaire, pour l'instant, suit un cours qui est vraiment préoccupant. 50 millions d'animaux abattus, c'est vrai ? C'est terrible. Incroyable. Et la raison de cela, c'est que autrefois, les grippes aviaires étaient saisonnières. Et la grippe aviaire sauvage était saisonnière. Aujourd'hui, elle est permanente. Et donc, le risque qu'il y ait un passage, une transformation des mutations et des recombinaisons de virus de grippe pour créer des pandémies est encore plus important. Donc ça, c'est vraiment un des risques qu'on ne peut pas ignorer. Et les mesures prises d'abattage sont à la hauteur du risque ? Et les mesures prises d'abattage sont dramatiques. Et donc, il faut absolument travailler sur l'anticipation par la vaccination. Mais à la veille des fêtes, on peut manger du foie gras sans... Oui, si vous en trouvez, parce que je crois qu'il y a beaucoup moins de foie gras cette année. On va faire des économies, alors. Voilà. Dites-moi, vous le payerez très cher. Je voulais vous interroger également sur revenir peut-être un tout petit peu sur le Covid et puis vous parler à la suite de Philippe des autres pathologies que nous surveillons. Vous êtes aussi médecin. Il y a quelques semaines, vous étiez encore dans votre hôpital, ou j'imagine à la Pitié. Hier. Est-ce qu'on peut... D'abord, plusieurs hôpitaux ont déclenché quand même leur plan blanc. Alors, je ne sais pas si la PHP, je ne crois pas, mais cela étant dans le nord de la France, plusieurs hôpitaux ont déclenché le plan blanc. À votre avis, c'est lié à quoi ? Vous nous rassurez un peu sur le caractère épidémique, mais la situation, en réalité, d'organisation des hôpitaux, le manque de médecins, d'infirmiers, enfin, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Eh bien, j'en suis absolument désolée, comme tout un chacun, et je pense comme tout le monde ici. Effectivement, le système hospitalier est profondément malade, d'abord au sens propre, puisqu'il y a beaucoup de personnels soignants qui sont atteints de ces différentes épidémies, dont je rappelle que c'est vraiment dommage, parce que la grippe et la Covid sont des maladies à prévention vaccinale, et qu'il faut vraiment, vraiment arriver en France à convaincre les personnels que la vaccination, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et que quand on a la chance d'être personnel de santé, voilà, on doit aussi croire à l'efficacité des médecines et des traitements oui, et des vaccins. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi plan blanc parce que en fait les lits ferment, parce que voilà, on peut les pas lits ferment. accueillir les malades. Vous savez que nous sommes en période de fête et tout de même le personnel de santé a droit aussi à prendre des vacances. Donc chaque année, c'est une période très critique, la période entre les fêtes. Cette année, elle est critique comme d'habitude, avec un renforcement qui est lié à cette triple épidémie. Donc on a une épidémie de plus, et maintenant ça va être chaque année qu'on aura une épidémie de plus, il faut pas se leurrer. Et nous avons un personnel de santé qui a été tellement sollicité pendant ces 2 ans de crise Covid qu'il est à bout. Pour revenir Pascal, parce que pour revenir, il y a une question de fond, je crois, c'est pour revenir sur le Covid, vos missions, c'est d'anticiper. On a bien compris, mais le mieux, c'est de prévenir, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine est-ce qu'à votre avis, il vient d'où? Parce que vous avez cité à plusieurs fois la chauve-souris. Est-ce qu'on connaît l'origine du virus du Covid? Est-ce que c'est vraiment la chauve-souris? Est-ce que c'est une manipulation de laboratoire? Est-ce que c'est la trop grande proximité? On revient à cette notion de One Health. Comment faire en sorte que ces virus, on prenne moins de risques avec eux? Alors oui, c'est vraiment la chauve-souris qui est à l'origine, qui est le réservoir de ces virus. Vous savez, il y avait encore un article dans Le Monde hier. Vous savez qu'il y a une grande controverse et que aujourd'hui, scientifiquement, on ne peut pas se prononcer de façon définitive sur l'origine de l'épidémie, l'origine de ce SARS-CoV-2 particulier. Voilà, il y a de fortes raisons de penser qu'il vient de ce fameux marché de Wuhan. Est-ce qu'il est venu par les animaux ou est-ce qu'il est venu par quelqu'un qui était contaminé? On ne sait pas. Est-ce que la mutation, il y a une mutation particulière du site de la furine qui caractérise ce virus de façon extraordinaire? Est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'elle a été induite? On ne sait pas. Ce qui est vraiment important, et là je pense aussi qu'on va dans le COVARS réfléchir à ça, c'est toutes ces expériences, vous le savez, qu'on appelle de gain de fonction. Beaucoup de virologues aujourd'hui sont en train... Non, on ne sait pas ce que c'est que Vous ne savez pas ce que c'est? Non, le gain de fonction. Donc, Philippe ne sait pas, moi je sais, mais je vous laisse répondre. Il y a tout un pan de chercheurs internationaux qui pensent que pour mieux comprendre justement le mécanisme des pandémies, il est nécessaire de comprendre comment certaines mutations qui font gagner de l'infectivité ou gagner de la virulence peuvent survenir et qui manipulent ces virus au laboratoire pour leur donner encore plus de virulence et de transmissibilité. Et donc, il y a tout un pan de chercheurs qui préconisent ces recherches et un autre pan de chercheurs qui est encore plus nombreux, qui considèrent qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop dangereux de faire ce type d'expérience. C'est important. Alors, qu'est-ce que fait la communauté scientifique internationale? Est-ce qu'on va bloquer ces recherches dangereuses que vous signalez? Vous savez qu'il y a encore un grand débat. C'est un débat qui est international, qui agite chaque semaine les journaux Science, Nature, etc. Bien sûr qu'on lit. On sait que l'État américain tergiverse. Je n'ai pas, moi, d'informations très précises sur ce que fait le ministère de la Défense en France, mais clairement, on est à la frange de la défense et des stratégies militaires. On est à la limite de ce que la science doit faire, à mon avis. Et je pense que le COVARS peut avoir un mot à dire sur cela. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on peut réfléchir. Madame Autran, dans les risques, il y a 2 ou 3 questions que je voudrais vous poser. Mais la première, est-ce que ça fait partie aussi de vos prérogatives, ou en tout cas de vos centres d'intérêt, c'est les ruptures de médicaments? Est-ce que ça, c'est un risque? Il y a quand même, on nous dit... Alors là, l'Allemagne, ce matin, puisque Philippe, on apprend qu'il écoute la radio le matin, on apprend que les Allemands sont encore plus alertes sur les ruptures de médicaments, encore plus que nous. Enfin, chez nous aussi, sont inquiets.
et sur les ruptures de médicaments. Ça, c'est quand même aussi une question Alors, ça ne fait fondamentale. pas partie réellement de nos missions. Nos missions sont des missions plus scientifiques. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous sommes en contact avec nos collègues européens. Et donc, nous avions la semaine dernière une réunion avec l'ensemble des collègues européens. Et les Anglais étaient eux aussi catastrophés par la situation des stocks d'amoxicilline. Vous savez que le problème est lié au fait qu'avec cette triple épidémie de maladies respiratoires, il y a eu plus de prescriptions d'amoxicilline que les années précédentes. Et donc, les stocks industriels n'étaient pas à la hauteur. C'est la même chose pour le paracétamol. Donc, oui, nous pouvons donner des avis au gouvernement sur ces stocks, mais c'est plus par l'intermédiaire de raisons scientifiques et de recommandations qui sont liées aux épidémies. On n'a pas à gérer nous-mêmes les stocks de Oui, médicaments. vous focalisez sur l'anticipation Ouais. des risques. L'émission du COVARS, la Cour des comptes vient de sortir un rapport sur la vaccination. Je pense qu'on ne coûte pas très cher à l'État français. Non, c'était pas le sens de ma question, mais a fait un bilan de la politique de vaccination. Il y a une sorte de satisfacit global avec des disparités importantes quand même, et il met en cause le problème de toutes ces instances scientifiques et la mauvaise coordination peut-être. Enfin, en tout cas, il dit que ça mériterait d'être mieux coordonné entre l'HAS, le COVARS, le Conseil scientifique, le centre de vaccination. Enfin bon, comment vous allez faire en sorte que tout ça soit plus harmonisé et coordonné? Alors, je suis parfaitement d'accord avec cela. C'était d'ailleurs ma première remarque lorsque le ministre de la Santé m'a proposé cette responsabilité, qui était de voir comment le COVARS allait se situer au sein de toutes ces agences. D'abord, je voudrais dire que les agences qui sont présentes en France font un travail formidable. Le travail de veille que réalise Santé publique France, que réalise l'ANSES, que réalise l'ANSM pour la pharmacovigilance est absolument extraordinaire. Et Vous ne citez pas l'HAS? L'HAS n'a pas le travail de veille. L'HAS est une agence, enfin une autorité de recommandation sanitaire. Donc voilà, il y a la veille et la recommandation. Donc tous les organismes français qui travaillent sur ces sujets de veille et de recommandation, le HCSP aussi, font un travail. Le Haut Conseil de Santé Publique. Le Haut Conseil de Santé Publique font un travail formidable. Effectivement, il y a ce problème de millefeuille à la française qui est déroutant. Je suis tout à fait d'accord. Et le COVARS doit prendre sa place à l'intérieur de tout ce système, de cette nébuleuse. Nous essayons de le faire. Je pense que, et ça a été la suggestion d'un de nos collègues qui est le directeur général de l'ANSES, que le COVARS pourrait être une sorte d'intégrateur, c'est-à-dire être en communication avec toutes ces agences et arriver à intégrer les recommandations, les éléments de veille. Voilà, c'est une position hautement diplomatique. Oui, mais c'est pas très clair quand même. Vous nous le mettrez, parce que la recommandation, vous l'avez dit, c'est l'HAS. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un nouveau comité de coordination? Non, il faut arrêter. Est-ce que vous avez rencontré Mme Le Guludec? Bien sûr, j'ai rencontré absolument toutes les... Vous pensez que ça peut être mieux coordonné que... Comment faire pour mieux coordonner? Eh bien, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est un vrai sujet pour vous. Ah oui, c'est un des sujets principaux. Et donc, effectivement, il est nécessaire que nous nous rencontrions de façon périodique. Il est nécessaire, je pense, que les ministères aussi nous fassent nous rencontrer et travailler vous travaillez ensemble. avec le président de la République? Non, je pense que le président de la République aujourd'hui a d'autres choses plus importante que le Covid. Pourtant, il s'était impliqué. Il s'était beaucoup impliqué, mais je comprends qu'entre la guerre en Ukraine et la crise énergétique... Je voudrais vous interroger sur, puisque Philippe a dit à juste titre que vous étiez une spécialiste du sida, quoique votre prédécesseur l'était aussi, sur le sida, où est-ce que l'on en est en recherche de traitement, notamment pour prévenir les populations socialement, parce que je crois que c'est ça le problème, loin des soins et loin de la prévention. Je voudrais vous interroger sur la PrEP également. Ne faudrait-il pas simplifier? Ça nous paraît assez compliqué. Et puis peut-être un mot sur la vaccination, enfin les espoirs que l'on pourrait avoir sur la vaccination contre le sida. Voilà. Je vais commencer par ça. Les espoirs sur la vaccination VIH sont... plus bas que terre, sont plus bas que terre, donc voilà. Même avec l'ARN, il n'y a pas des pistes qui se... Probablement, ça apportera un petit plus, mais ça ne sera pas la panacée. Le VIH, c'est vraiment un virus
extraordinairement difficile à combattre. Qui mute beaucoup, c'est ça? Qui mute beaucoup, qui se cache beaucoup. Le SARS-CoV-2, c'était l'enfance de l'art à côté. On avait un espoir avec l'ARN. Oui, on a interrogé Françoise oui. Barré-Sine aussi. Les vaccins ARN vont aider, mais ça ne sera pas la panacée. Donc voilà, il ne faut pas compter sur un vaccin VIH dans l'immédiat. Aujourd'hui, il y a eu des progrès fantastiques dans le traitement du VIH, puisque vous savez qu'il y a des traitements de longue durée qui sont injectables et qui permettent aux patients d'être protégés, d'être traités, d'avoir un virus contrôlé pendant plusieurs mois sans avoir à prendre chaque jour leurs médicaments. Donc ça, c'est un point important. On sait aussi que grâce à ces traitements très efficaces, le virus ne réplique pas et donc ne mute pas, et donc il n'y a pas de résistance. Donc le traitement de longue durée permet un traitement de haute qualité qui contrôle le virus et qui n'est pas générateur de résistance. Et donc il y a ça, moins c'est de vraiment transmission, les gens qui sont bien sûr, il y a beaucoup moins de transmission puisque les patients qui sont bien traités n'excrètent pas de virus. Donc ça, c'est vraiment un progrès absolument fantastique. Vous me parliez de la PrEP, c'est aussi un progrès fantastique, car en l'absence de vaccin, le fait de pouvoir se protéger en prenant un médicament, aujourd'hui encore de courte durée, peut-être un jour de longue durée, eh bien ceci permet de ne pas se contaminer. Donc c'est un progrès absolument fantastique. Excusez-moi, je vous coupe. J'ai beaucoup regardé. Je trouve que les choses sont compliquées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça pourrait être simplifié? Alors là aussi, c'est de la gestion des risques. On dit qu'il faut effectivement que ce soit une prescription médicale, que ce soit très contrôlé, contrôle du fonctionnement rénal, etc. Mais alors finalement, ça empêche beaucoup de gens peut-être d'y avoir recours. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier? Non, mais c'est vraiment la spécialiste. Oui. On ne peut pas, pour l'instant, on ne peut pas simplifier. Ça reste des médicaments avec des effets secondaires potentiels. Il est nécessaire qu'ils soient sous contrôle médical. Ce sont des médicaments. Vous êtes sûr que ça ne peut pas évoluer à terme? Non. Alors, vous avez parlé de One Health. Attendez, et sur les populations quand même. Attends, excuse-moi. Défavoriser, loin des soins, absolument. C'est aller vers. Alors, l'aller vers, bien sûr, ça c'est un point extrêmement important. Vous savez qu'un des effets nocifs de la Covid a été la diminution du dépistage du VIH et donc un petit rebond de l'incidence du VIH. Et malheureusement, ce sont toujours les populations défavorisées qui souffrent le plus, quelle que soit l'épidémie. Donc oui, bien sûr, il faut reprendre l'aller vers et il faut reprendre des campagnes d'incitation au dépistage. Moi, je voudrais, peut-être que vous allez me poser une question sur le monkeypox, mais je voudrais saluer quand même l'effort de protection, l'effort de solidarité des populations qui sont à risque de VIH, qui savent se prendre en main. Il y a un terme anglais que nous aimons bien utiliser au COVARS qui est « empowerment », qu'on ne peut pas bien traduire en français, puisque c'est l'encapacitation. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait transmettre avec le COVARS, c'est-à-dire travailler sur cette appropriation par chacun de nous des risques et des moyens de prévention. Je crois que c'est ça la clé. Sur le monkeypox, ça continue à se transmettre à bas bruit, dit-on. Il faudrait accélérer la vaccination. Non, aujourd'hui, l'épidémie est très bien contrôlée en France et dans tous les pays où elle continue à très bas bruit, de façon asymptomatique. Les populations à risque se sont bien vaccinées. Elles ont fait leurs 2 vaccins. Et encore une fois, je voudrais les saluer parce que c'est un modèle, je trouve que c'est un vrai modèle d'appropriation des moyens de prévention. Et il faudrait que la population française, dans sa généralité, prenne modèle sur ces populations. Madame, là, dans le détail, c'était 2 vaccinations. Oui. Mais pour autant, on avait dit que celles et ceux qui avaient connu la variole ou vaccinés pouvaient ne faire qu'une vaccination. Mais quel est votre avis? Je suis tout à fait d'accord, puisque je suis un peu à l'origine de cela. Je vous rappelle que la vaccination a été arrêtée en France, effectivement, au milieu des années 70, ce qui fait que, en gros, ce sont les personnes de plus de 45 ou 50 ans qui ont bénéficié. Donc, ça représente très peu dans cette population à risque de monkeypox, dont l'essentiel a eu besoin de 2 vaccinations. Alors sur le One Health, parce que c'est un peu le truc à la mode, tout le monde en parle, tout le monde veut faire du One Health, tout le monde veut développer le One Health, vous nous en avez parlé un petit peu, mais Bruno Lina, quand vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale ou au Sénat, disait il y a autant de One Health que de personnes qui parlent du One Health, et tout ça n'est pas très concret. Donc quelle est votre vision du One Health dans votre mission du COVARS, et puis aussi de prise en compte dans la vie de tous les jours, dans la médecine, dans la pratique médicale?
Eh bien, dans la pratique médicale, je ne suis pas sûre que ça se traduise de façon concrète. Mais, par exemple, dans notre recommandation sur le monkeypox, le mpox, comme on dit maintenant, nous préconisons une surveillance animale et humaine qui soit interconnectée. C'est ça le One Health, c'est-à-dire interconnecter la médecine vétérinaire et la médecine humaine, la surveillance faite par l'ANSES et la surveillance faite par SPF, de manière SPF, Santé publique France. Santé publique France. Et Interconnecté, ça veut dire quoi, alors? ça veut dire qu'il faut qu'ils se parlent. D'ailleurs, ils se parlent. Ces deux agences se parlent, mais se parlent davantage. Il faut que les informations qui viennent de la surveillance des eaux usées intègrent la surveillance, s'intègrent aux informations venant de la surveillance des animaux sauvages, des animaux domestiques. Voilà, donc il y a une intégration. Il faut, pour se prendre un autre exemple, réfléchir à la grippe en termes de One Health, avec une intégration de la surveillance de la faune aviaire, sauvage et domestique, en même temps et de façon corrélée à la surveillance des cas de grippe humaine. Donc voilà, ça passe, et dans nos recommandations, c'est ça le concept One Health, c'est l'intégration des moyens de surveillance pour anticiper les risques sanitaires. Les moustiques, bien sûr, donc nous y travaillons. Continuent de progresser et qui vont Absolument. bientôt atteindre l'île. Un petit point sur Zika, par Non, mais exemple. juste sur les moustiques, est-ce que les mesures d'aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont suffisantes? Parce qu'on ne veut pas utiliser l'insecticide. Donc nous y travaillons, là c'est notre quatrième sujet de saisine, et donc nous y travaillons. Nous nous penchons sur ce point-là. Vous savez qu'il y a plusieurs aspects dans ces risques liés aux moustiques. Les transmissions, la migration des moustiques vers le nord liée au changement climatique est bien sûr un véhicule de moustiques infectés, mais la migration humaine est un moyen encore plus efficace de transmission et de modification épidémique. Donc la modification épidémique que nous attendons malheureusement avec le réchauffement climatique, elle ne sera pas seulement due au réchauffement climatique, mais beaucoup à l'homme. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement... Il faut éviter que l'homme circule plus, il faut qu'il se protège, il faut prendre des mesures. Non, il ne faut pas éviter qu'il circule plus. C'est un fait, et je crois qu'on ne va pas lutter contre ça. Mais par contre, le fait qu'ils prennent moins l'avion, il y en a qui préconisent... Par contre, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut développer des vaccins qui fonctionnent bien. Vous savez qu'il y a déjà un vaccin contre la dengue. C'est quand même la dengue qui est la maladie la plus grave dans tout cela. Oui, mais la dengue encore plus. Et là, je répète quand même que même si la dengue effraie un peu en métropole, c'est quand même une maladie qui sévit en permanence en France. Aujourd'hui, l'épidémie de dengue a repris aux Antilles. Elle est importante. Et donc, il y a un moyen efficace de prévention. Mais c'est une maladie très compliquée, la dengue. Et donc, la vaccination n'est pas simple. Sanofi Pasteur a développé un vaccin. Il y a un autre vaccin qui vient d'obtenir son autorisation. Donc, la prévention, c'est évidemment l'élément majeur. Ensuite, il y a tout l'élément de la lutte antivectorielle. Et là, ça passe par vraiment des aspects One Health, donc surveiller les moustiques. Il y a la lutte avec les pesticides, donc il y a tout le problème de la toxicologie, de l'environnement. Il y a aussi, il y a aussi l'aspect sociétal et aussi l'aspect sociétal de l'acceptation par les sociétés, non seulement du vaccin, mais aussi des insecticides et des autres moyens de prévention. Donc c'est un champ de travail très très important dans lequel nous avons débuté nos réflexions. Je ne peux pas vous livrer encore les conclusions. Mais sur les insecticides, on est au cœur du problème, parce qu'il ne faut pas les utiliser, mais c'est quand même utile. Comment trouver le juste milieu? Je vous répondrai dans un mois ou deux. On vous invitera alors. On voudrait vous interroger sur les collaborations internationales. Vous avez dit que vous travaillez, votre groupe travaille avec d'autres groupes, j'imagine, identiques. Il y a dans tous les pays des COVARS ou équivalents de Alors, COVARS. vous savez que l'Angleterre s'était dotée d'un comité formidable qui s'appelle le SAGE et qui a la différence donc de ne pas être le millefeuille à la française. C'est-à-dire c'est une grosse agence qui fait l'anticipation des risques sanitaires qui a été créée à l'issue de la crise sanitaire de la vache folle en Angleterre. Donc, il y a le SAGE en Angleterre. Les autres pays européens ont encore leur conseil scientifique Covid qui survit plus ou moins, et non pas. Donc la France est un des pays européens qui est le premier à avoir mis en place ce COVARS. Pascal, question de absolument. Nos relations, Renaud Degas. Oui, nos relations, votre jugement avec l'OMS. Très bonne. Donc parfois critiqué.
parfois virulement J'ai critiqué. fait partie du comité mondial de sécurité du vaccin de l'OMS pendant 6 ans. On dit que l'OMS donc n'est pas très bien organisé, non? L'OMS, c'est une organisation gigantesque. Elle a ses défauts, mais elle a ses qualités. Et voilà, il faut. Moi, je suis. Vous ne jeterez pas le. Non, bien sûr, on a besoin de l'OMS. C'est le bébé absolument avec l'eau du bain. indispensable. Vous nous referez quand même Et je voudrais également- aussi Oui, insister madame. sur l'Europe, car j'ai parlé de ces conseils scientifiques nationaux, mais il y a aussi l'institution européenne, et donc le COVARS fait partie maintenant, a un membre qui fait partie de l'agence ERA pour l'anticipation et la préparation des risques sanitaires. Donc nous sommes intégrés. ERA oui. de création récente, un peu ERA en comme la réaction DS. avec ce qui a été fait aux États-Unis, avec les moyens qu'ils avaient développés pour trouver des vaccins. L'équivalent du BARDA. Voilà, Barda. Renaud Degas, donc on a quelques questions en principe qui viennent de LinkedIn. Oui, professeur, vous avez évoqué 2 sujets sur lesquels il y a 2 types de questions. Concernant votre appel à acquérir, la population à acquérir une culture un peu de la prévention, de la vaccination, etc., je ne sais pas si vous avez ces remontées de la part des généralistes qui font partie de votre comité, mais il y a pas mal de professionnels de santé, et même dans les familles, je pense qu'on en est tous témoins, où sont évoqués à bas bruit, parce que ce n'est pas très politiquement correct, une crainte et une prévention contre les rappels du vaccin Covid qui entraînerait des effets secondaires qui seraient presque pires que la Covid. Donc sur ce point-là qui traverse un peu les familles, on approche de Noël et je suis sûr, je mets mon billet qu'il y aura des conversations là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça c'est la première question et j'en ai une deuxième après. Voilà. Vas-y. Alors la deuxième question, vous avez évoqué aussi un point important, c'est sur le One Health. Vous avez évoqué la partie surveillance. Est-ce qu'au point de vue du système de soins, c'est-à-dire au niveau des professionnels de santé, il y a aussi à intégrer une culture de One Health et si oui, dans quelle mesure et sur quel type de pratique? Alors, effet secondaire des vaccins, alors. Alors là, il y a vraiment plusieurs études de très, très, très grande taille qui ont surveillé les effets secondaires des vaccins depuis leur apparition il y a 2 ans. Et donc, clairement, il n'y a pas plus d'effets secondaires lors des rappels qu'il y en avait lors de la primo-vaccination. Il y en a même plutôt moins. Donc ça, c'est vraiment un élément très solide de pharmacovigilance. La sécurité, la tolérance de ces vaccins est excellente. Elle reste excellente et il y a presque, on peut dire, de moins en moins d'effets secondaires. Donc il ne faut pas craindre un regain de toxicité. Donc ça, c'est vraiment absolument clair, et on a une bonne agence en France qui fait des enquêtes, l'ANSM, mais tous les pays l'ont fait, et c'est vraiment le consensus international. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Deuxièmement, l'effet des rappels. Donc, nous sommes dans une situation nouvelle. Il n'y a effectivement jamais eu besoin, depuis l'histoire des vaccins, on n'a jamais eu besoin de faire un rappel tous les 6 mois. Donc c'est une situation nouvelle qui est extrêmement surveillée sur le plan immunologique. Il y a, et nous l'avons mis dans le rapport, il y a des éléments scientifiques très solides qui montrent qu'il reste un bénéfice des rappels de façon permanente au 2e rappel, au 3e rappel. Il n'y a pas d'épuisement de ce phénomène de rappel. Il n'y a pas d'effet délétère sur le système immunitaire. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à craindre sur le plan immunitaire de ces rappels répétés. Par contre, rien ne dit que nous allons continuer cette politique de rappel tous les 3 à 6 mois. On nous demande souvent, est-ce qu'il va falloir faire des rappels 3 à 6 mois? Pour l'instant, on navigue à vue tous, parce que tant que la Covid est une maladie grave qui met en péril la vie des personnes fragiles, eh bien, il faudra continuer à les protéger, il faudra continuer à les vacciner, parce que c'est trop dommage d'avoir ces vaccins et de ne pas les utiliser pour protéger les personnes. Mais ceci est très surveillé sur le plan immunologique, très surveillé sur le plan Mais toxicologique. vous pensez qu'on va pouvoir augmenter un peu l'intervalle, votre sentiment? Ça va vraiment dépendre de l'épidémiologie. On ne sait pas quel est le prochain variant qui va arriver. On parle de la Chine. Certains disent avec l'explosion du virus en Chine, il risque d'y avoir des variants plus importants. D'autres disent bah non, les variants qui vont émerger en Chine, c'est ceux qu'on a déjà eus, donc il n'y a pas de raison d'être plus inquiet. Donc on surveille. Pour l'instant, c'est tous les 6 mois et tous les 3 mois c'est pour pas tous les les 6 mois. immunodéprimés. En ce moment,
6 mois depuis la dernière injection de vaccin, ou 3 mois si on a plus de 80 ans ou qu'on est Et par rapport à une immunodéprimé. infection, combien de temps après l'infection? Pour l'instant, personne ne peut dire ce que l'on fera dans 6 mois. D'accord. Et si on a Mais eu par une contre, ce que l'on dit, c'est qu'il faut vacciner maintenant. Et si on a eu une infection, c'est quel délai après l'infection? Alors, l'AHS recommande 3 mois, ça peut aller de 3 à 6 mois. Plus on est âgé et plus on est immunodéprimé, plus on a intérêt à resserrer l'intervalle. En tout cas, ça me rappelle ce débat que nous avons eu ici même avec Jean-François Delfrécy il y a 2-3 ans. La stratégie de vacciner les plus fragiles était quand même la bonne. Vous avez un peu dit au début Mais que ça n'est les pas Chinois quand n'ont même. pas fait ça. C'est évidemment la bonne. C'est Mais évidemment elle la n'a pas bonne. été respectée, Olivier Elle a Véran. été parfaitement respectée. Non, parce que les Allemands, quand on avait Non. 20 000 vaccinés, les Allemands en avaient 600 000. Non. Donc on a accéléré. Non. La vaccination, Laisse parler, Madame Autran, la s'il te plaît. primo-vaccination Va l'agacer. en France a été extrêmement bien faite. Je ne fais pas du politiquement correct en disant ça, c'est une réalité. On fait partie des pays qui ont le mieux vacciné à la primo-vaccination. Oui, mais les Allemands allaient tellement plus vite en Non, vaccinant à tout va, ça a un peu énervé le président de la République. C'est ce que mais ça, raconte- c'était dans les tout premiers jours. Voilà, absolument. Alors, la question sur One Health, est-ce que le One Health doit infuser dans tout le système de santé et comment? Non. Le One Health, pour l'instant, c'est vraiment au niveau de la surveillance et de l'anticipation. Il n'est pas question dans le One Health de demander aux médecins généralistes de devenir vétérinaires, ni aux vétérinaires de devenir généralistes et médecins de santé humaine. Chacun a son rôle et les maladies sont suffisamment différentes et les moyens d'abord. C'est vraiment dans la surveillance et dans l'anticipation. Encore que vous savez ce qu'on dit, madame, l'homme est un ours qui a mal évolué. Oui, ou un cochon qui a mal évolué. Oui, c'est la façon dont on peut voir les choses. Vous, dans votre avis, vous dites qu'il faut développer très fortement les autotests. Oui. Et alors, les autotests, si je ne m'abuse, ne sont plus en vente dans les grandes surfaces, ce qui facilitait quand même leur accessibilité. Alors, est-ce que les autotests sont fiables? Est-ce qu'il faut vraiment les développer? Est-ce qu'il faut augmenter les lieux de vente? Il faut augmenter l'accessibilité des autotests. Il faut effectivement, surtout dans cette période de fête où on risque tous d'être infectés par un virus, il ne faut pas hésiter à faire un autotest. Et effectivement, plus ils sont accessibles et plus ça sera Et facile. l'autotest est fiable aujourd'hui? L'autotest est fiable, il n'est pas fiable à 100%, mais il est fiable à 85% si on a un doute, si on a des symptômes. Si l'autotest est négatif, un jour, il faut le refaire le lendemain. Il ne faut surtout pas hésiter à aller jusqu'au fond de ses narines, et ça fait mal pour le faire. Mais voilà, quand il est négatif et qu'on a des symptômes, il faut savoir le répéter. Je voudrais vous interroger sur la question suivante. Vous nous avez un peu déçus, mais enfin on le savait, sur le sida et le vaccin. Mais pour autant, on nous dit beaucoup que le vaccin à ARN messager pourrait être utile dans les cancers. Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ? Alors, vous savez peut-être que les vaccins ARN ont d'abord été développés pour les cancers. Et donc, avec le progrès très important qui a été fait sur les vaccins ARN grâce au Covid, il va y avoir un retour sur investissement pour les vaccins thérapeutiques du cancer. Donc oui, il va y avoir un bénéfice très important. Ce que nous pensons, enfin ce que pense la communauté, et puis nous sommes saisis sur ce sujet, c'est que vraisemblablement les vaccins ARN messagers, là je reviens dans le champ de l'infectiologie, vont être très utiles pour toutes ces infections émergentes pour lesquelles il faut une réponse rapide. Donc ce sont des vaccins à réponse rapide, on le voit bien dans la Covid. Est-ce qu'ils vont remplacer les autres stratégies vaccinales à développement plus lent, ça n'est pas certain. Et pour le cancer, ils peuvent avoir l'intérêt, mais ça sort un tout petit peu de nos missions, et ils peuvent avoir l'intérêt de rentrer dans une médecine personnalisée. Voilà. Alors sur l'opinion publique, qui est une de vos prérogatives. Oui. Excuse-moi Philippe. Dites-nous un tout petit point, je ne voudrais pas oublier, sur 2 ou 3 pathologies, Ebola, Zika, également chikungunya. Philippe vous interroger. Je crois que vous n'avez pas répondu. Donc, oui. Donc, nous travaillons sur dengue, Zika, chikungunya. Vous savez que pour la dengue, il y a des vaccins. Pour chikungunya, Dengue avec un E, hein, Philippe. D-E-N-G-U-E. C'est pour Philippe, je disais ça. Et pour Zika et chikungunya, il n'y a pas encore de vaccin, mais il y a des candidats vaccins. Et vraisemblablement, les vaccins ARN messagers vont jouer un rôle intéressant. Pour Ebola, c'est vraiment le premier virus dramatiquement grave pour lequel il a été développé un vaccin formidablement efficace dès les années 2015-2016 lors de la grande épidémie d'Afrique de l'Ouest.
Aujourd'hui, il y a une épidémie au Soudan qui est vraiment préoccupante, avec une souche de virus qui est résistante à ce vaccin, mais il a été capitalisé, si vous voulez, sur le vaccin antérieur. Et donc, il y a un nouveau vaccin adapté à ce variant Ebola qui a été développé très rapidement, qui est en essai clinique actuellement au Soudan et qui vraisemblablement va marcher très bien sur... Donc, le point qui est très positif, c'est que dans les 20 dernières années, on a appris d'ailleurs, grâce à la recherche sur les vaccins du sida qui n'ont pas marché pour le sida, on a appris à développer des nouvelles classes de vaccins qui sont basés sur le génie génétique, qui permettent de faire des vaccins à réponse rapide et qui sont ce qu'on appelle des plateformes versatiles, c'est-à-dire qu'on peut les adapter facilement, soit à un nouveau variant, soit à un nouveau virus. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Pour Ebola, à un moment, on disait... Les pays développés, l'Occident ne travaille pas beaucoup sur le vaccin parce que la maladie est tellement rare, grave plutôt, que les personnes meurent avant d'arriver dans... Alors, c'est assez faux. Est-ce que vous dites quand même qu'il y a des efforts de vaccination très importants? Il y a eu un énorme effort de développement vaccinal financé par les États-Unis sur Ebola. Et c'est grâce à cet effort fantastique qui a été fait par les États-Unis qu'il faut saluer, toujours. C'est grâce à cela qu'il y a eu un vaccin très rapidement efficace contre Ebola. Et sur le paludisme, vous suivez? Alors sur le paludisme, ça reste une maladie extrêmement compliquée. Donc il y a des progrès de vaccins contre le paludisme qui sont encore assez peu efficaces. On n'est pas du tout aux 80% d'efficacité. Mais il y a des espoirs quand même. Il y a des espoirs. Vous avez dit un mot sur Zika et Chikungunya? Zika et Chikungunya, il y a des vaccins en développement qui ont subi des essais de phase 2. Voilà, il y a des vaccins ARN messagers qui sont en cours de développement. Alors pour conclure peut-être sur l'opinion publique, on voit bien que c'est important de convaincre, de faire de la pédagogie, etc. Comment vous abordez ce sujet? Et est-ce que vos avis seront rendus publics? Mais est-ce qu'ils seront rendus publics en même temps que vous les donnez au gouvernement? Ou est-ce qu'avec le comité scientifique de Jean-François Delfossy, parfois il y a un petit délai? Alors, est-ce qu'il revoyait sa copie? Ou quelle est votre vision? Si elle est dans le sujet, oui. Est-ce que vous pensez qu'on en a fini avec les confrères pseudo-chercheurs ou chercheurs? Ça, c'est une autre question. Chercheurs des chercheurs perdus. Question est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vous... je crois malheureusement que c'est l'éternel humain et qu'on n'en a pas fini avec ça, que la leçon est forte. Mais comment vous abordez le problème de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique? Parce qu'une fois qu'on a dit pédagogie, on n'a pas dit grand-chose. Au niveau du COVARS, un des points sur lesquels nous souhaitons nous auto-saisir, c'est la perception sociétale des risques sanitaires, ce qu'on appelle les risques psychosociaux associés à cette accumulation de risques sanitaires. Et nous pensons qu'il y a une façon un peu générique d'envisager l'anticipation des crises sanitaires, qui est justement l'éducation sanitaire, l'information et la transparence, la qualité de l'information. Je crois que les journalistes ont joué un rôle utile pendant la crise Covid en informant les populations, en analysant les fake news. Il y a eu probablement trop d'informations. Donc il y a cette maladie qu'on appelle l'infodémie, qui a été dénoncée par l'OMS, qui est effectivement... qui fait peser sur les populations un surcroît d'angoisse. Donc je crois qu'il est vraiment... Donc nous allons travailler sur ce point-là, qui est comment anticiper de façon générique les crises sanitaires en travaillant sur ces aspects psychosociaux, et je crois que tout le monde a besoin de ce type de réflexion. Et vos avis, vous les donnerez en même temps au public, au gouvernement? Nos avis, j'avais demandé effectivement aux deux ministres que les avis soient publiés rapidement. Ils le sont. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de retard. Alors, Pascal, on arrive à terme de cette émission, mais j'avais une question quand même un peu plus personnelle. Pourquoi vous, président du COVARS? C'est la question que votre mère vous a posée. Je ne sais pas un scoop, vous l'avez dit à Libération, mais est-ce que vous l'avez convaincu, votre mère, que c'était bien vous qui étiez la bonne personne à la bonne place? Je pense. Oui. Alors, vous avez quand même vu, enfin compris, mais je pense que vous le saviez, que les premiers accrochages que vous avez pu avoir, c'était vos relations avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que dès que vous avez, enfin, en tout cas dans les réseaux sociaux, dès que vous avez dit que les masques n'étaient pas nécessairement obligatoires, immédiatement,
je ne sais pas si vous les observez comme moi, mais je les regarde beaucoup. Moi aussi. Et dans le fond, immédiatement, on a dit, bah oui, mais évidemment, elle dit ce qui arrange le gouvernement. Enfin, voilà, bon. Ça, c'est comme une opposition très... On revient à l'opinion publique. Alors l'opinion non, nous ne disons pas ce qui arrange le gouvernement, simplement, encore une fois, nous ne sommes pas le législateur. Et donc, nous avons, j'ai vu comme vous ce que disaient vos confrères, que nous ne savions pas trancher, que nous ne coupions pas entre la chèvre et le chou, ou je ne sais quoi. Encore une fois, ça n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de donner des arguments scientifiques. Évidemment, si la crise, l'épidémie avait été vertigineuse, nous aurions probablement donné un autre avis. Mais nous avions des informations solides qui nous faisaient, avec sécurité, penser que nous n'avions pas à aller plus loin sur ce niveau de recommandation. Conclusion, Pascal. Eh bien, Madame Merci beaucoup. Brigitte Autran, professeure Brigitte Autran, nous étions ravis de vous recevoir. Merci d'avoir été aussi Merci. clair. Nos meilleurs voeux à toutes et à tous, Oui, et en particulier très à bonne votre année. maman, C'est très gentil. Merci avant beaucoup. de nous retrouver dans quelques jours dans les fêtes de Noël. Je remercie alors tout particulièrement en cette fin d'année l'ensemble de celles et ceux qui font que les contrepoints de la santé sont une réussite. Merci. Et nous applaudissons l'ensemble des Merci, équipes. Pascal. Françoise Millet, alors évidemment Philippe Leduc, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Philippe Legouard, la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Care. À nouveau, bonne fête à toutes et à tous, et nous vous donnons rendez-vous pour une année, pour fêter ensemble la nouvelle année que nous espérons à la fois paisible et formidable. Bonne journée à fête. toutes et à tous. Bonne année.